Salam alaikum. Très heureuse aujourd'hui de participer à Qraya Fdar, une excellente initiative citoyenne lancée de cours à distance, lancée par mes collègues M. Badr Boulak, Salah Din Nabira et Salim Hassar. Très heureuse aujourd'hui d'animer ce cours de comptabilité générale pour tous. On espère, Inch'Allah Rahman Rahim, faire de belles choses ensemble, Inch'Allah, durant ces nombreuses séances de cours de comptabilité générale. Certaines personnes me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Karim Khatouche, professeure de l'enseignement supérieur dans les métiers de finance, de comptabilité et de contrôle de gestion, professeure à l'INSEAD de Rabat, à l'Université Mohammed V. Et c'est un plaisir de commencer avec vous aujourd'hui pour cette heure, la première séance de cours de comptabilité générale pour tous. Alors, les objectifs de la comptabilité générale sont plus ou moins importants. D'abord parce que c'est une technique qui permet d'enregistrer au jour le jour toutes les opérations effectuées par l'entreprise, des centaines, des milliers d'opérations. On peut penser à des opérations d'achat et de vente, on peut penser à des opérations de financement, des opérations d'investissement, des opérations d'exploitation. Et donc, c'est tout à fait normal que le deuxième objectif est de permettre aux actionnaires, aux fondateurs d'un projet, d'une entreprise, de connaître la situation nette à n'importe quel moment. Est-ce que les fonds engagés dans une entreprise, les moyens que nous avons mis en commun, matériels, humains, financières, est-ce qu'elles ont réussi, d'accord, ces ressources-là, à atteindre l'objectif, à savoir dégager un résultat bénéficiaire. Et puis finalement, un troisième objectif, comme l'entreprise est un être vivant qui vit dans un environnement avec des parties prenantes, des partenaires, des clients, des fournisseurs, l'État représenté par la direction des impôts, les établissements bancaires, les bailleurs de fonds, les partenaires, les fournisseurs, les concurrents, les clients, le marché d'une manière générale. Et donc, c'est tout à fait normal que ces tierces personnes vont chercher à avoir un droit de regard sur justement la valeur de cette entreprise et la bonne marche de cette entreprise. Et notamment ceux qui soutiennent financièrement l'entreprise, qui sont les bailleurs de fonds, et ceux qui font confiance sur le plan commercial à l'entreprise, à savoir les fournisseurs. Vous avez dans ce cas l'obligation de partager une partie de vos informations financières avec ces parties prenantes. La comptabilité, elle est donc destinée à traduire, représenter l'activité de l'entreprise, tout ce que font les hommes et les femmes à l'intérieur d'une organisation. Et dans ce cas, elle ne peut être comprise que si vous avez une parfaite connaissance de ce que l'on entend par entreprise. Avant de partager avec vous le sommaire, c'est-à-dire le programme de la comptabilité générale, j'aimerais bien attirer votre attention sur une chose, c'est que ici, je ne forme pas des experts. Ici, c'est la comptabilité pour tous, c'est-à-dire que ma mission principale, c'est de vous aider à comprendre et donc à assimiler et avec un peu de recul, comment fonctionne le système financier de l'entreprise représenté par son système comptable. La comptabilité, c'est la mémoire des chiffres. La comptabilité, c'est le droit des chiffres. Parce que je ne peux pas tenir une comptabilité d'une entreprise sans tenir compte de ce qui est prévu sur le plan légal et réglementaire. Et donc, je vais essayer, dans ce cours-là, de vous expliquer d'une manière très basique, très simple, ce que représente la comptabilité, comment elle fonctionne, ses outils, comment s'effectue l'enregistrement comptable, comment lire les documents comptables, parce que c'est très important, et notamment pour ceux qui ne sont pas très initiés et qui sont déjà en activité, qui à un moment donné doivent manipuler des informations sur des documents comptables et qui doivent dégager un certain nombre d'indicateurs nécessaires pour l'évaluation de leur activité. Et donc, vous avez besoin de faire parler les chiffres et de savoir comment interpréter l'information comptable communiquée par le système comptable de l'entreprise. Alors, notre programme, comme vous le voyez là, il est structuré
en 3 parties. On va essayer de faire le maximum. Une première partie réservée aux méthodes et analyses comptables, qui, elle, commencera par d'abord une introduction sur le lien entre la comptabilité de l'entreprise, un deuxième chapitre sur les opérations de l'entreprise, et notamment ce qu'on entend par flux. Puis par la suite, on passera à un troisième chapitre portant sur le premier document comptable qu'une entreprise doit établir, à savoir le bilan. Ce bilan, qui représente une image fidèle à un moment donné de l'entreprise, du patrimoine de l'entreprise, va varier, va changer. Donc forcément, nous allons parler de la notion de variation du bilan. Et puis vous verrez en 5e chapitre, quand on va faire varier le bilan quelque part, les choses deviennent difficiles et donc on est obligé d'éclater les composantes de bilan en un compte qu'on appelle, un document qu'on appelle le compte. Voilà. Un 6e chapitre, lui, va vous donner une image globale sur l'activité de l'entreprise par rapport au bilan. Et c'est ce qu'on appelle le compte de résultat, mais connu sous l'appellation le compte de produits et charges, CPC. Puis par la suite, nous parlerons d'un fameux principe d'enregistrement des opérations dans le bilan, dans le CPC. C'est un principe universel, c'est ce qu'on appelle le principe de la partie double. Et puis finalement, on va clôturer la première partie avec le plan comptable marocain, ou ce qu'on appelle le plan comptable général des entreprises. Avec tant des centaines de chiffres, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas censé tout apprendre, vous savez tous compter de 1 jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est largement suffisant. Alors, la deuxième partie de cette formation sera orientée vers le quotidien de l'entreprise, l'exploitation, l'enregistrement des factures, l'enregistrement de quelques dépenses et justement les moyens financiers pour payer ces différentes dépenses. Et bien là, ce sera un premier chapitre avec l'enregistrement des achats et des ventes, un deuxième chapitre avec spécialement réservé aux emballages, puisque quand on achète un bien, notamment un liquide, un produit alimentaire, des conserves, du lait, nous achetons ces articles-là avec de l'emballage. Et donc, l'emballage fait partie du produit, va faire partie du prix que nous payons. Comment les entreprises vont l'enregistrer? Il y a des emballages plus ou moins spécifiques qu'on peut bien sûr récupérer, des emballages non récupérables. Donc, leur enregistrement comptable est plus ou moins spécifique. Les frais de transport, et notamment pour les entreprises industrielles, il y a différentes catégories de types de frais de transport, ceux supportés par l'entreprise, ceux supportés par le client. On va vous demander de faire très attention surtout à l'impact fiscal de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée sur ces frais de transport. Un 4e chapitre qui va porter sur le paiement et la mobilisation des créances et des dettes par les effets de commerce. C'est quoi un effet de commerce? Quels sont les types d'effets de commerce? Comment encaisser un effet de commerce? Comment faire circuler un effet de commerce? Et finalement, on va clôturer la deuxième partie par les charges de personnel. Vous êtes tous censés savoir connaître votre rémunération de base, quelles sont les indemnités supplémentaires, comment enregistrer finalement la paie dans les journaux de l'entreprise, comment calculer votre salaire net imposable, quel est l'impôt sur les revenus que vous payez, dans quelle tranche vous êtes situé. Ça, c'est un chapitre qui nous concerne tous, sans exception. D'accord ? Et puis finalement, nous allons clôturer notre programme avec une partie, c'est la plus corsée, c'est ce qu'on appelle les travaux d'inventaire, et qui sont connus partout sous 3 éléments. D'abord, les dépréciations du patrimoine durable sous forme d'amortissement, les dépréciations des autres éléments non amortissables sous forme de provisions avec les différents types de provisions, les provisions de dépréciation d'actifs et les provisions pour ce qu'elles chargent. Et finalement, un dernier compte, ou on va dire un dernier chapitre pour régulariser les opérations à la fin de l'année, ce qu'on appelle les régularisations des charges et des produits. Donc, j'aimerais encore une fois rappeler que le petit souci de connexion. Donc, je remercie mon collègue Badr Boulard, il nous sauve la vie. Donc, on reprend.
très bien. Alors, super, très bien, merci Badr, merci beaucoup. Donc, je commence par le premier chapitre qui lie l'entreprise et la comptabilité. Alors, voilà, très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que la comptabilité, c'est la mémoire chiffrée de l'entreprise. C'est le droit des chiffres. La comptabilité va aider les partenaires de l'entreprise à avoir un droit de regard sur la situation nette. Et les premiers partenaires de cette personne morale, c'est les fondateurs, c'est ce qu'on appelle les actionnaires. Alors, nous allons voir dans ce premier chapitre qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, d'une manière simple, puis quels sont les types d'entreprises qui existent, on va les classer selon un certain nombre de critères, et puis on parlera de ce qu'on appelle la notion de calcul économique. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise est une personne morale. C'est un organisme financièrement autonome. Il produit des biens et des services pour le marché. Donc, c'est une personne morale qui a été créée par qui? Par les fondateurs, c'est les actionnaires. Et ces actionnaires, ils mettent en commun leur apport. Il y a des actionnaires qui misent de l'argent cash, il y a des actionnaires qui ramènent des terrains, il y a des actionnaires qui ramènent du matériel, il y a des actionnaires qui ramènent des stocks de marchandises, il y a des actionnaires qui ramènent même leur propre entreprise. Bref, l'ensemble de ces actionnaires vont mettre en commun leurs apports pour créer une nouvelle personne morale. C'est-à-dire qu'ils vont donner leurs apports à ce nouveau bébé qu'ils viennent de créer. Et donc, ces moyens, ce matériel, ces biens d'investissement qu'on met entre les mains de cette nouvelle personne morale, eh bien, vont aider cette personne morale à exister, à survivre, à générer de la richesse, à générer des bénéfices. Et finalement, bien sûr, les actionnaires vont se frotter bien les mains parce que cette richesse, ils vont bien sûr pouvoir la partager entre eux. On souligne 3 aspects de cette définition. L'entreprise produit, l'entreprise vend et l'entreprise réalise une richesse. L'entreprise produit, c'est-à-dire qu'elle crée, transforme des biens, des matières, des services susceptibles de satisfaire un besoin sur le marché. Quand on parle du marché, on parle de toutes les catégories de clients sur le marché, personnes physiques, personnes morales, institutions et ainsi de suite. Deuxième aspect, c'est que l'entreprise produit pour le marché pour pouvoir générer un chiffre d'affaires. Et donc, l'ensemble des ventes, ce qu'on appelle en arabe l'ensemble des ventes sur le marché vont aider l'entreprise à générer un chiffre d'affaires. Et grâce à ce chiffre d'affaires, l'entreprise pourra bien sûr se développer, réinvestir, changer, par exemple, améliorer la qualité de sa chaîne industrielle, recruter encore une fois une force de vente, améliorer les qualifications, bien sûr, des ressources humaines et ainsi de suite. Et troisième aspect, c'est que l'entreprise, elle est financièrement indépendante, c'est-à-dire qu'elle produit et vend de sa propre autorité, sous sa propre responsabilité et à ses risques. Et là, forcément, un projet est un projet qui va être rentable. C'est normal, on attend tous à ce que quand on investisse dans un projet, à ce que, in fine, à la fin de l'année, le résultat soit bénéficiaire. Mais de l'autre côté, on vous dira non. Le revers de la médaille, c'est que vous risquez d'avoir aussi un projet malheureusement déficitaire. Donc un projet pourra être à 50% bénéficiaire, 50% déficitaire. C'est pour cela que nous disons, quand vous produisez sous votre propre autorité, sous votre propre responsabilité et au risque et péril. Alors, l'entreprise, dans ce cas, c'est quoi? C'est des actionnaires, des fondateurs, c'est des hommes et des femmes des ressources humaines, c'est des biens matériels, d'accord? C'est aussi des biens immatériels, notamment tout ce qui est logiciel, tout ce qui est, par exemple, autorisation, par exemple, pour l'exploitation d'un brevet, mais c'est aussi des ressources financières. Ces 3 composantes sont indispensables. Les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, y compris même les actionnaires, les biens d'investissement matériel, y compris même l'actif d'exploitation, et les ressources financières. Exemple d'entreprise, tout ce que vous avez entre vous, ça peut être une grande entreprise telle que Maroc Télécom, ça peut être une entreprise industrielle telle que la Centrale Danone, ça peut être une entreprise de service telle qu'une compagnie d'assurance ou une banque
banque, par exemple la BP ou la Tijari Wafa Bank. Ça peut être une petite ou moyenne entreprise de petit outillage ou d'un petit commerce de produits alimentaires ou de prix apportés. Et donc, à chaque fois que vous avez quelque part des projets à droite et à gauche, et quel que soit l'emplacement, quelle que soit la taille, petit, moyen, d'accord, ou grand projet, eh bien, on parlera d'entreprise. Comment peut-on classer ces entreprises? Vous avez 3 critères. Le critère de la nature juridique, le critère de la dimension et le critère du domaine d'activité. Selon la nature juridique, ce qu'on appelle la forme juridique, eh bien, vous avez des entreprises privées dont l'initiative émane des actionnaires, donc c'est une mise risquée de leurs capitaux sous forme de moyens financiers, liquides, cash, sous forme de biens d'investissement, sous forme de biens matériels. Ça peut être aussi des entreprises publiques appartenant à 100% à l'État. Ça peut être aussi des entreprises semi-publiques, c'est-à-dire des entreprises où vous avez une participation de l'État avec une participation, bien sûr, l'actionnariat privé. Selon le critère de la dimension et de la taille, eh bien, la dimension de l'entreprise dépend de plusieurs variables. Les capitaux investis dans l'entreprise est la première variable qui conditionne bien sûr la taille de l'entreprise. Une entreprise dans laquelle les actionnaires ont misé 10 millions de dirhams, c'est-à-dire 1 milliard de centimes, ne va pas être prise au même pied d'égalité qu'une entreprise là où vous avez un investissement uniquement de 1 million de dirhams, c'est-à-dire 1 million de centimes. La même chose en termes d'effectifs du personnel. Une entreprise qui embauche 50 ouvriers ne sera pas prise sur le même pied d'égalité qu'une entreprise qui embauche peut-être 1000 ouvriers. Vous voyez la valeur des immobilisations. Une entreprise qui utilise une machine qui coûte 2 millions de dirhams, dans le même secteur d'activité, par exemple de textile, une machine de découpe, par exemple, des différentes composants du tissu, à 2 millions de dirhams, eh bien, je ne peux pas la considérer avec un petit atelier de couture où la machine a été achetée peut-être à 100 000. Vous voyez la valeur, la nature de l'investissement, l'effectif du personnel, les capitaux engagés dans le projet feront que vous allez vous retrouver soit avec des très petites entreprises, des TPE, ou bien des petites entreprises, ou bien des moyennes entreprises, ou bien des grandes entreprises. Là, je vous fais référence à la charte de la PME, de Maroc PME, l'ex-LAN PME, l'agence marocaine de la promotion de la petite et moyenne entreprise, avec son nom actuel appelé Maroc PME. Et la charte de la PME, elle précise les critères justement de classement des PME en fonction de, bien sûr, l'effectif et en fonction du total bilan. Le critère de secteur d'activité, vous avez les 3 secteurs qui sont connus. Le secteur commercial, toutes les sociétés, par exemple, qui font du commerce comme Marjan, sont classées comme étant entreprises commerciales. Les entreprises industrielles, ce sont des entreprises de transformation de la matière première, c'est-à-dire ce sont des sociétés qui vont acheter la matière première, ce qu'on appelle en arabe le mawad al-awwaliya, qui vont stocker ces matières premières, qui vont apporter des transformations de ces matières premières pour obtenir un produit fini. Donc, vous avez dans le cas des entreprises industrielles, on va dire une chaîne de transformation de valeur depuis l'acquisition de l'input, la matière première, jusqu'à l'obtention de l'output, le produit fini. Alors que par comparaison au cas des entreprises commerciales, ici, on ne transforme pas dans le cas des entreprises commerciales. On achète, on stocke sans transformation et on revend. Le cas des grandes surfaces, ce sont des sociétés qui ne transforment pas, qui achètent, qui stockent dans de grands dépôts et qui revendent au marché. Alors que l'entreprise industrielle, non, elle achète la matière première, stocke cette matière première, apporte des transformations à cette matière première avant d'obtenir un produit fini qui sera destiné à la vente sur le marché. Et finalement, les entreprises de services, ce sont des entreprises qui produisent un service. On peut même les qualifier d'entreprises industrielles, sauf que dans le cas des industries, c'est de la production du produit, on va dire, corporel, avec un objet physique. Je ne sais pas quand la cimenterie du Maroc va vous produire un sachet de ciment qui fait je ne sais pas combien de kilos, c'est corporel, je touche le ciment. Alors que dans le cas d'une entreprise de service, je ne sais pas, je prends Maroc Télécom, je prends n'importe quelle banque, je prends n'importe quelle compagnie d'assurance,
On est dans la conception du service, c'est immatériel. Quand les sociétés de télécommunications nous aident à passer un appel téléphonique pour joindre au bout du fil une autre personne dans un autre endroit du monde, quelque part, en réalité, c'est de la conception d'un service, c'est de l'industrie immatérielle. C'est vrai que c'est très difficile, on ne peut pas la toucher, mais on peut la toucher avec la consommation du service. La même chose, quand je pars à mon agence et j'ouvre peut-être un compte bancaire, en réalité, c'est immatériel, c'est dématérialisé parce que ce sont juste des écritures qui passent d'un compte à un autre compte et qui me donnent en contrepartie un reçu comme quoi je dispose d'un compte bancaire et que ma banque va assurer la gestion de mon compte et m'offrir un certain nombre de services. Dans ce cas, l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille, quelle que soit son activité donnée, quelle que soit la valeur des capitaux engagés, quelle que soit la nature des investissements, quel que soit l'effectif des employés, toutes ces finalement variables feront que les entreprises petites, moyennes, grandes, très petites vont chercher à atteindre un objectif. C'est quoi cet objectif? C'est d'avoir un calcul économique à la fin de l'année positif. Ça veut dire que l'entreprise est considérée comme un centre de calcul économique qui va chercher à rapprocher deux variables, et notamment les entrées et les rentrées en termes de chiffre d'affaires qui représentent l'équivalent des produits vendus par l'entreprise ou des services vendus par l'entreprise, et l'équivalent en termes de ressources, c'est-à-dire ici par ressources, je pense aux coûts, aux dépenses engagées, c'est ce qu'on appelle les charges. Alors, le calcul économique, dans ce cas, consiste à comparer les produits et les charges. Si l'ensemble des produits, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'entreprise, dépasse l'ensemble des charges, et les charges de l'entreprise peuvent être des charges quotidiennes, ce qu'on appelle récurrentes d'exploitation, ça peut être les loyers, ça peut être les matières premières achetées, ça peut être les marchandises achetées, ça peut être l'électricité, ça peut être les factures fournisseurs, ça peut être les traites bancaires, ça peut être des impôts, ça peut être des salaires. Bref, ce sont des dépenses de différentes natures. Si le volume des ventes dépasse l'ensemble des charges, on dit que l'entreprise dégage un bénéfice. C'est un résultat bénéficiaire. Si par contre, le volume des recettes n'arrive pas à couvrir l'ensemble des charges, et bien dans ce cas, vous êtes malheureusement en situation déficitaire. On l'appelle résultat perte ou bien résultat déficitaire. Les produits de l'entreprise, généralement, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et donc, en fonction de l'activité de l'entreprise, on se retrouvera avec, des ventes de marchandises. Par exemple, quand je prends les grandes surfaces, tout ce que vous avez dans les supermarchés, les petites et moyennes surfaces, tout ce que vous avez dans les magasins de revente uniquement de biens sans qu'il y ait transformation, eh bien, c'est des marchandises. Quand je pars à Marjane, tout ce que j'achète, c'est des marchandises. Marjane, dans sa comptabilité, considère que tous les articles, ameublements, produits alimentaires, textiles, outillages, c'est des marchandises. Quand je m'adresse à un concessionnaire de voitures pour acheter une nouvelle voiture, eh bien, toutes ces marques de voitures, quelle que soit leur valeur, quelle que soit leur qualité, chez ces concessionnaires de voitures, il n'y a qu'un seul jeu comptable, c'est vente de marchandises. Vous voyez, le mot marchandise signifie quoi? Signifie un article qui va être acheté par une entreprise, stocké pendant un moment donné. Bien sûr, il faut stocker, et l'objectif, c'est de vendre rapidement. Vous n'allez pas quand même stocker pendant une année. Vous avez intérêt à liquider vos stocks. Et c'est la clé de réussite finalement des activités commerciales, c'est d'arriver à réduire la durée de stockage et avoir une période de stockage la plus courte possible, d'accord, pour aller directement vendre sur le marché. Alors, les ventes de produits fabriqués, je suis là dans la chaîne industrielle, c'est-à-dire la transformation, l'achat de matières premières, d'accord, le stockage de matières premières, oui, il faut qu'il y ait un stockage parce qu'on a besoin de maintenir quand même un niveau de stock minimal pour faire face aux aléas du marché, aux commandes un peu exceptionnelles. Et puis par la suite, la transformation, c'est-à-dire vous allez épuiser ce stock progressivement et vous allez chercher à alimenter vos stocks d'une manière régulière.
j'allais puiser de ce stock pour produire des produits finis ou parfois des produits semi-finis. Et après, d'accord, vous pouvez obtenir un produit destiné sur le marché. Donc, dans une entreprise industrielle, vous allez vous retrouver avec des matières premières, mais aussi des produits finis. Sauf que la vente ici, elle est composée des produits finis. Alors, les ventes de prestations de services, toutes les activités de service ou les entreprises de services, les assurances, les banques, les sociétés de conception de logiciels, Redal par exemple, ou la Lidec, ces prestataires de services par exemple qui nous offrent l'eau et l'électricité. Alors, ces prestataires de services, eh bien, la facture que nous payons chaque fin du mois représentera leur chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, s'il vous plaît, toujours affaires au pluriel, parce que c'est raqm muamalat. Vous allez veiller à calculer toujours l'équation prix de vente fois la quantité à chaque fois. Je vends combien? Je vends 10 000 pièces. La pièce, elle est vendue pour combien? Pour 5 dirhams. Donc, mon chiffre d'affaires, il est égal à 5 fois 10 000, à savoir 50 000 dirhams. Les charges. Les charges sont constituées de toutes les ressources, c'est-à-dire les valeurs utilisées, consommées par les entreprises pour pouvoir générer un chiffre d'affaires. Et donc, comme on le dit, on n'a rien sans rien. Une entreprise ne peut pas vendre si elle ne génère pas de produits finis ou si elle ne conçoit pas de services ou si elle n'achète pas de marchandises. Vous avez besoin de supporter des dépenses. D'ailleurs, le point de départ d'une entreprise, quand vous créez la personne morale, c'est d'investir, n'est-ce pas, d'acheter des équipements, c'est d'aménager le local dans lequel vous allez vous installer. Mais il y a aussi des frais que vous allez engager bien avant. Quand vous avez une idée de projet, vous vous adressez bien sûr à des sociétés qui vont vous concevoir le règlement intérieur de l'entreprise qu'on appelle les statuts. Vous allez devoir prendre ces statuts et aller les enregistrer à la direction des impôts, ce qu'on appelle l'opération d'Il-Tjil. Des statuts de l'entreprise. Vous allez devoir par la suite, bien sûr, payer des droits d'enregistrement. Vous allez par la suite aller au tribunal de commerce pour immatriculer ces statuts et puis payer plusieurs mois de loyer d'avance et puis payer des coûts d'aménagement parce que pour rendre un matériel viable à l'activité, plutôt un local viable à l'activité, il faut repeindre les murs, il faut installer peut-être des câbles d'installation, il faut peut-être des articles de décoration, il faut faire de la publicité, tout ça c'est coûteux. Il faut recruter du personnel, il faut payer les premières factures chaque fin du mois, payer les premières traites bancaires. Entre-temps, peut-être que vous n'avez pas encore réalisé les premières ventes. Certaines activités chanceuses arrivent à dégager les ventes rapidement. D'autres, malheureusement, par nature, ne génèrent pas immédiatement de recettes. Je donne l'exemple du BTP, Sharikat Dial Lebni, c'est-à-dire les sociétés de construction de BTP, ont un cycle d'exploitation le plus long possible. On peut peut-être prendre 2, 3 ans, 4 ans pour finir un grand chantier de construction d'immeubles avec des appartements, et on risque de galérer plusieurs années après, peut-être 4 ou 5 ans, pour vendre la dernière unité fabriquée, c'est-à-dire le dernier appartement. C'est ce qui justifie que ce sont des sociétés qui doivent toujours avoir, on va dire, un arbitrage entre le volume du chiffre d'affaires généré et le volume de dépenses. Une entreprise ne peut gagner que si elle arrive à couvrir la totalité de ses dépenses avec un chiffre d'affaires. C'est-à-dire globalement, quand je prends l'unité construite, le chiffre d'affaires généré de la vente de ces appartements, est-ce qu'il a réussi à couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la construction? On dit dans ce cas que je gagne de l'argent. Donc, les dépenses peuvent être de différents types. Voilà. Je viens donc de clôturer le premier axe. C'était un axe introductif qui va vous aider à obtenir un peu une petite idée sur ce que c'est que l'entreprise, ce qu'elle fait, son secteur d'activité, la nature des produits, la nature des charges, on va dire un petit rappel des variables principales de l'acteur de ce système financier, à savoir l'entreprise. On passe maintenant à un deuxième chapitre. Si vous patientez un tout petit moment, je vais juste arrêter le partage et je reviens vers vous
tout de suite avec le deuxième axe. Les opérations d'investissement, les opérations d'exploitation et les opérations de financement. Et on va même vous expliquer le lien entre les trois opérations. Si vous avez compris ces trois catégories d'opérations, je peux vous assurer que quand on va passer à l'enregistrement comptable des différentes opérations réalisées par l'entreprise, le problème ne se présentera pas et vous aurez la possibilité de classer chaque information comptable rapidement dans les comptes concernés. Alors, toutes les sociétés, quel que soit leur secteur d'activité, commercial, industriel ou de service, peuvent réaliser deux catégories d'opérations. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vous donner des exemples, vous allez devoir classer ces exemples-là, soit dans la catégorie opération investissement, et forcément, quand on parle d'opération investissement, automatiquement, on va lier cette opération avec la deuxième catégorie, c'est les opérations de financement. C'est pour cela que vous avez toujours le lien entre l'investissement et le financement. C'est un lien automatique et c'est systématique. À chaque fois que j'investis, je cherche un moyen financier. Là, on est dans ce qu'on appelle le cycle lent. Mais j'annonce déjà les couleurs pour cette première catégorie d'opérations. Quand on investit, gardez dans la tête, un investissement, c'est l'achat d'un bien durable. Qu'est-ce qu'on entend par bien durable? C'est un bien qui va être utilisé par l'entreprise, et donc ça, la durée d'utilisation qui conditionne la nature de la définition de ce qu'on entend par bien d'investissement, c'est la durée d'utilisation. Quand cette durée d'utilisation atteint 1 an et plus, on est dans ce qu'on appelle un investissement. Et donc, c'est moi qui décide, c'est moi l'entreprise, de la nature de l'investissement. Si, par exemple, j'achète un ordinateur et que je vais utiliser cet ordinateur pendant 1 an et plus, je dis que j'ai investi, j'ai réalisé un investissement. C'est un bien durable. En jargon comptable, on l'appelle immobilisation. J'annonce déjà les couleurs concernant le premier chapitre, le prochain chapitre, Inch'Allah, à savoir le bilan. Quand j'achète une machine, je ne peux pas m'amuser, moi, l'entreprise industrielle, à acheter une machine tout le temps. Je vais le faire une fois pour toutes. Je suis dans ce qu'on appelle un investissement parce que la machine a une durée d'utilisation d'1 an et plus. Et donc, automatiquement, je dois chercher les moyens financiers dont je dois disposer obligatoirement pour financer la machine. Parce que la machine, elle coûte cher. Elle peut coûter 10 millions de dirhams. Parfois, j'ai vu des machines extrêmement chères, comme j'ai vu aussi des petites machines d'une valeur de 5 000, 3 000, 4 000 dirhams. D'accord? Alors qu'une entreprise, elle, qui va, je ne sais pas, je donnerai un exemple, mon collègue Badr Boulaq pourrait le confirmer, une entreprise de conception de software, c'est-à-dire de logiciels et d'applications. Ces ingénieurs achèteront peut-être du matériel, des ordinateurs pour pouvoir travailler ces langages et concevoir les meilleurs langages en vue finalement de produire un logiciel. Eh bien, s'ils ont l'habitude d'acheter des ordinateurs pour équiper leurs bureaux, les bureaux des ingénieurs, et de les revendre rapidement parce que ces ordinateurs deviennent obsolètes et très lourds et non opérationnels après quelque temps, je pourrais qualifier ces ordinateurs de biens non d'investissement. Ce ne sont pas des investissements, c'est une autre catégorie d'opérations. Donc, tout dépend de la nature, de l'exploitation qui est faite par l'entreprise de ces biens achetés. La troisième catégorie d'opérations, c'est les opérations d'exploitation. Par opposé à l'investissement, j'achète un investissement, c'est un bien durable dont la durée d'utilisation est de 1 an et demi, qui va forcément m'obliger à aller regarder finalement les types de sources de financement. Est-ce que je prends un crédit à court terme, à long terme, etc. Et sinon, l'opération d'exploitation, c'est le court terme. Je suis dans l'immédiat, je suis dans le récurrent, je suis dans chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je paye les salaires, les loyers, la traite bancaire, la traite fournisseur, la facture d'électricité. Et donc, je paye tout un ensemble de dépenses qui se répètent tout le temps. Par opposé à l'investissement, une entreprise ne peut pas investir tout le temps. Une entreprise a besoin finalement de moyens financiers pour financer ses investissements. C'est pour cela que nous considérons que l'investissement comme étant une opération exceptionnelle, liée automatiquement aux moyens financiers durables, c'est-à-dire à long et moyen terme, alors que l'opération ou les opérations d'exploitation, ce sont des opérations à court terme qui sont normales, récurrentes. C'est tout à fait normal que toutes les sociétés, quelle que soit leur activité,
commercial, industriel ou de service paye chaque mois les salaires, paye chaque mois la facture d'eau, d'électricité, paye périodiquement les impôts, paye d'une manière périodique les traits de fournisseurs, les dettes bancaires et tout un ensemble de dépenses. Alors que investir, ça va être forcément une opération relativement exceptionnelle. On va s'arrêter à ce niveau-là. Voilà, on a pris un tout petit peu, comme c'était la première séance, on a pris un tout petit peu de retard au début, c'est normal, la logistique de connexion, comme c'est une première expérience pour moi sur le Qraya, sur la plateforme Qraya Fta. Inch'Allah, on aura l'occasion la prochaine fois, je suis rodée, la prochaine fois, je vous promets, on sera à l'heure. Inch'Allah, la séance prochaine, elle est prévue, Inch'Allah, Rahman Rahim, comme l'avait dit, on verra peut-être au cours de cette semaine, sinon ce sera pour la semaine prochaine. Je vous souhaite bonne fin de journée, restez chez vous, prenez soin de vous et on se donne un prochain rendez-vous. Vous serez avertis sur Qraya Fdar. Allez, à très bientôt. Bi amanillah wa hifdih.